Jean-Marc, on est ici chez toi dans ton atelier, rue du Château, place du Château, à Nîmes, où tu enseignes aussi à l'école des Beaux-Arts et où il vient d'y avoir un fonds, enfin la constitution d'un fonds important de livres d'artistes et d'estampes à Carré d'Art, à la médiathèque. Il y a en 88, je crois que tu avais aussi fait un dépôt également de livres d'artistes à la bibliothèque de Lyon. En fait, tu aimes laisser des traces des endroits où tu habites. Oui, le dépôt légal ou les dépôts que font les artistes de leur livre, de leur production, est souvent lié à la centrale générale en France qui est la Bibliothèque nationale. Alors moi je déroge un peu à cette règle parce que je trouve absurde de tout envoyer, centraliser à Paris où la plupart du temps les artistes ont très peu de liens avec les conservateurs. Moi j'ai préféré faire des dépôts dans les villes où j'ai travaillé. Je trouvais ça plus logique et plus intéressant parce que souvent c'est lié à l'histoire aussi des ateliers, des éditeurs et c'est en l'occurrence mon cas, c'est-à-dire pas toujours complètement ou à 100%, mais en tout cas une grande partie des choses que j'ai déposées à Lyon ont été réalisées à Lyon, soit dans mon atelier, soit avec des éditeurs lyonnais ou avec des écrivains lyonnais, et donc j'ai un peu voulu, en arrivant à Nîmes, refaire la même chose avec la bibliothèque de Nîmes, qui a d'ailleurs cette tradition de présenter et de collectionner et de conserver des ouvrages dits livres d'artistes, livres illustrés, depuis de nombreuses années. Voilà, en même temps qu'elle organise chaque année un salon du livre d'artistes. Donc il y avait une logique, je veux dire, c'est pas un dépôt et un don d'objets qui ne correspondent pas à la bibliothèque. Il y a une tradition déjà bien ancrée à la bibliothèque. Donc c'était pour moi à la fois un lieu de conservation sérieux, fiable, d'une partie importante de mon travail d'artiste. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Alors j'ai été accueilli aussi favorablement sur ce projet. Si on voulait te présenter en tant qu'artiste, on peut déjà commencer par dire qu'au départ tu es autodidacte. Oui. Alors au départ, j'ai commencé je vivais à Strasbourg. J'ai commencé par avoir une première vocation assez éloignée de là, parce qu'elle était scientifique. Et j'ai passé 3 ans, pas pleinement réussi, mais enfin 3 ans quand même de travail à l'université Louis Pasteur à Strasbourg, où je faisais des études de physique-chimie, voilà, que j'ai abandonné. Donc au bout de 3 ans, donc vers 22 ans, pour commencer à me consacrer à la peinture. Donc j'ai un peu commencé à faire de l'art et à vraiment avoir l'idée d'avoir un atelier, une pratique régulière, un désir d'exposer, etc. Je dirais un peu au moment où, par exemple, mes étudiants actuellement finissent leurs études. Donc moi j'ai d'abord vraiment eu un long moment pas de doute, à vrai dire, mais d'intérêt pour autre chose. Voilà. Et puis c'était aussi les années 70. J'étais un étudiant assez dissipé, entre autres par les années très politiques. C'était encore la guerre du Vietnam, il y avait des luttes sur Franco. Enfin, il y avait comme ça aussi une animation qui prenait un peu de mon temps et qui dissipait mon intérêt pour un travail en physique-chimie qui demande quand même, enfin voilà, une véritable passion. Ma passion était plus intellectuelle, enfin en dehors, je dirais en dehors de la science. Voilà. Donc je m'intéressais à la littérature, à la philosophie, à l'histoire de l'art, et puis j'ai bifurqué comme ça sur des, voilà, on ne sait pas toujours vraiment pourquoi on bifurque. Il y a des rencontres. J'avais rencontré par exemple un prof de physique qui faisait de la peinture un peu en amateur, et puis j'ai commencé à rencontrer alors plus sérieusement des gens qui étaient intéressés d'abord plutôt à l'histoire de l'art, à l'histoire des idées. Donc en France il y a eu un mouvement qui s'appelait Support Surface qui a beaucoup fait parler de lui. Donc il y avait des revues liées à ça, il y avait tout un contexte qui m'intéressait, entre autres aussi parce que c'était la possibilité de rentrer dans le monde de l'art sans avoir la nécessité de faire un apprentissage. Voilà, peindre un grand tableau avec 3 grandes bandes de couleurs, ça ne demande pas forcément un apprentissage très long. Donc j'ai fait un peu un coup de force comme ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai choisi de changer mon nom, de prendre un nom d'artiste, et puis de me déclarer quasiment du jour au lendemain artiste. Voilà, c'est un peu un coup de bluff. Enfin bon, le coup de bluff... Alors, en tout cas, m'a réussi, puisque, paradoxalement, alors que je n'avais donc pas fait d'études d'histoire de l'art, je suis passé donc
du statut d'étudiant en sciences au celui d'artiste, quasiment du jour au lendemain, je dirais presque. Je suis allé avec 2 amis à la préfecture de Strasbourg et j'ai déposé mon nom. Voilà, il faut le déposer si on veut pouvoir vraiment l'utiliser. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un acte de notoriété qui permet d'utiliser son nom. Et puis je me suis un peu, voilà, je me suis lancé comme ça. Et je disais paradoxalement parce que quelques années plus tard, en 78, je me présente à un concours. J'étais dans une position très marginale du coup. Et je me présente en 78 sur les conseils d'un ami à un concours de recrutement d'un prof de couleur à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne. Voilà. Et donc je retombe dans le milieu artistique dont je ne suis pas issu. Voilà. Donc que j'ai découvert au moment où je devenais prof. Donc j'étais à la fois prof et presque d'une certaine manière élève de ma propre école, enfin découvrant le monde, les rouages des écoles d'art, voilà, que je connaissais en fait pas du tout parce que à l'époque j'avais une pratique artistique qui était un peu basée sur un rejet de ce qu'étaient les écoles d'art, en tout cas à l'époque. Voilà, ça a beaucoup changé. Fin des années 60, début 70, il y avait encore des profs au Beaux-Arts de Strasbourg qui allaient avec des chapeaux alsaciens presque. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que j'en avais. Je crois que c'était en partie vrai. Il y avait encore des restes d'académisme un peu réactionnaire, quoi, un peu hors de l'époque, quoi. Donc, Scanreg est né. Oui. Et en 78, j'ai l'impression que cette entrée dans l'école des Beaux-Arts en tant qu'enseignant, donc vraiment là tu passes d'un autre côté, on valide la naissance de Scanreg de manière un peu officielle. Donc tu rentres vraiment dans le circuit artistique, disons, puisqu'on sait qu'aux Beaux-Arts, les enseignants sont des plasticiens. Oui. Alors il y a 2 choses, c'est que j'ai changé d'école, j'ai changé de ville, et puis du coup en découvrant le fonctionnement des écoles d'art, je découvre quelque chose qui ne marchait pas très bien à l'époque. Il y avait un prof en fin de carrière qui s'en occupait plus, qui sont les ateliers. Et entre autres, l'atelier de gravure. Alors, quand je le découvre, je suis moi dans une période où je change un peu. Et donc, je m'y intéresse moyennement. C'est-à-dire, je regarde un peu ce qui se passe. Et c'est donc quelques années plus tard, au début des années 80, que je me rends compte qu'il y a une opportunité, c'est de s'occuper de cet atelier, qui était un peu en déclin, qui était un atelier où il y avait à peu près correctement tout le matériel, mais qui sommeillait un peu. Donc, on pouvait faire toutes les techniques d'impression. Voilà. Donc il y avait des presses pour imprimer des bois gravés, par exemple, des presses pour faire de la lithographie et des presses pour faire de l'eau forte. Et surtout, il y avait, à côté de Saint-Étienne, une ville à Lyon, où des ateliers d'estampes très dynamiques existaient. Et donc moi, j'avais été, à ce moment-là, invité pour faire, mais en tant qu'artiste, donc pas vraiment praticien, j'ai été invité pour faire une lithographie par un atelier qui était un peu un atelier associatif, qui s'appelait l'Urdela. Et donc là, j'ai découvert vraiment les possibilités, les potentialités de l'estampe. Et alors, je pense que on réagit, quand on rentre dans ce genre d'endroit, on réagit un peu, c'est presque un peu noir ou blanc. C'est-à-dire, soit on n'aime pas du tout ces ateliers, et soit on tombe un peu amoureux de tout ce matériel, de l'usage qu'on peut en faire, mais aussi en même temps de beaucoup de contraintes, parce que il y a une partie presque artisanale qui est assez forte, surtout dans les ateliers de gravure, quoi. Mais la même pratique qu'on peut aujourd'hui trouver peut-être dans l'électronique, c'est-à-dire soit on le pratique de loin, en ne comprenant pas très bien comment la machine fonctionne, soit vraiment on a envie de s'y adapter. Et moi j'ai eu envie de m'y adapter. Et j'ai profité donc d'ateliers. Il y avait un autre atelier qui s'appelait l'Alma, et donc j'ai voulu pratiquer. Donc j'ai pas simplement voulu être invité pour faire une estampe en me faisant guider par des techniciens, j'ai voulu apprendre aussi l'usage des machines et voilà comment faire, voilà. Et du coup, en quelques mois, j'ai fait un second coup de bluff. Je me suis un peu décrété finalement prof de gravure. Et donc j'ai profité du moment où l'ancien prof prenait sa retraite pour créer un nouvel atelier, sur le modèle de ce que je voyais à Lyon dans les ateliers, où il y avait vraiment là un grand dynamisme, et puis c'était aussi une époque où en 81-82 il y a eu la naissance des artothèques par Jacques Lang, qui a donc stimulé aussi à la fois la production, la création, la diffusion, le commerce autour de l'estampe et autour de ce qui est lié à ce monde-là, qui sont le monde de l'édition d'art en général, justement de ces fameux livres d'artistes, livres illustrés. Et c'est donc... je peux dire aussi que j'ai eu
j'ai presque travaillé sur normalement enfin l'édition et le livre c'est plutôt le résultat. Je l'ai presque utilisé un peu pour faire mes brouillons. Alors c'est pas en principe l'usage, parce qu'en principe quand on édite quelque chose, c'est quelque chose dont on est très content. Et moi j'ai plutôt utilisé un atelier de gravure presque comme un atelier de recherche. Je crois que j'ai eu le plaisir d'utiliser les matériaux qui sont quand même des contraintes, les presses qui sont des contraintes, en fait comme le contraire, c'est-à-dire les presses m'aidaient presque à me libérer. Donc on peut dire que les contraintes du matériel, de tout ce qui est un peu lourd et un peu pénible parfois dans la gravure, l'encre, la manipulation de plaques, enfin il y a toute une petite technique qui est un peu que souvent les artistes n'aiment pas pratiquer, qui délèguent à des techniciens. J'ai eu au contraire moi envie de m'y adapter et de les utiliser pour faire de la recherche. Et j'ai donc voilà comme ça imprimé presque au rythme de la quotidienneté tout ce que j'avais envie de dessiner ou de créer, voilà. Et c'est devenu quelque chose de presque important et fondamental pour moi. Parce que je crois que dans ton travail d'artiste, on est en pleine évolution et tu quittes ce côté vaporeux de la peinture pour aller vers quelque chose de plus dessiné. Et puis on voit maintenant ton travail qui est effectivement très tendu par le dessin. Et je pense que c'est à ce moment-là, par la découverte de la gravure, que tu te libères d'une appréhension du dessin peut-être. Oui, parce que en même temps, lorsque je termine comme ça une longue période qui était plutôt qui est passée du monochrome ou du minimalisme à des choses plus chatoyantes, mais quand même dans une rubrique abstraite, l'estampe que j'avais un peu jeté un coup d'œil à la sérigraphie, ça m'intéressait pas vraiment. Je voyais pas vraiment l'intérêt de reproduire, voilà, de faire de la reproduction. Je voyais ça plutôt un peu négativement. Mais lorsque j'ai commencé à faire émerger des formes figuratives de ces draps, sur des feuilles de papier, enfin, j'ai transformé le monde, j'ai fait habiter le monde abstrait dans lequel j'étais, je l'ai fait transformer en un monde habité. Et donc, du coup, j'ai eu un peu un désir comme ça, un peu de beaucoup dessiner, de beaucoup répéter des gestes, et en me heurtant à des matrices en bois ou à des matrices en acier ou à d'énormes pierres lithographiques, je crois que j'avais besoin un peu de cette confrontation un peu pour me solidifier moi-même, quoi. C'est-à-dire que ce qui normalement est fait un peu résiste, moi au contraire m'a libéré. Et je crois que j'ai fait un peu des brouillons carrément en les imprimant. J'ai imprimé mes brouillons. Ce qui était un peu prétentieux, parce que en principe on fait le contraire, on fait des essais, puis après on se dit tiens cet essai je vais l'imprimer. Et moi je crois que je raconte toujours quelque chose qui est vrai, c'est que je découvre on prend un nouvel appartement avec Françoise, mon épouse, et je découvre, je sais pas, 50 ou 60 plaquettes de bois qui avaient une forme de bavoir, qui était une découpe en bois pour pouvoir prendre des feuilles. Ça devait être des restes d'un ancien bureau, enfin d'un ancien système de classement. Donc je prends ces 50, j'arrache, enfin je décolle du meuble ces 50 planchettes de bois, et j'en fais presque je commence à y travailler presque directement comme ça, à les graver, à me chercher un vocabulaire, une manière, un style, une écriture, directement sur des choses qui résistent, quoi. Il faut attaquer avec des gouges, le vieux bois éclate, etc. Et de cette contrainte, au contraire, je me crée presque un dictionnaire comme ça de formes et qui apparaissent évidemment seulement lorsqu'on les ancre et qu'on les imprime. Donc je crois que j'avais besoin peut-être de cette aventure par ces ateliers et par ces contraintes pour me solidifier en fait un vocabulaire plastique.